Je voudrais d'emblée remercier Marie-Hélène pour la traduction que je sais, elle a animée par quelques interjections et commentaires personnels. Donc je suis très heureux de parler le français pour qu'elle ne puisse pas y apporter son petit grain de sel. Et je ne douterai pas non plus de tous les commentaires qu'elle pourrait faire sur mon compte. Et donc je suis vraiment ravi de parler la même langue que vous. Alors, vous savez aussi l'intérêt que nous portons aux personnes qui ont des déficiences sévères. Et je pense que mon propos il sera à nouveau animé de cette préoccupation-là. Et c'est vrai que on s'est dit parler d'autisme et de société et autisme, c'est bien séduisant tout ça, mais je me suis bien demandé comment j'allais bien pouvoir traiter cette question. Et finalement, peut-être ce que j'ai peut-être voulu faire dans cette synthèse, c'est plutôt que de cerner des besoins et d'apporter des réponses, pas toutes les réponses comme semble indiquer notre nouveau folder. Je pense que peut-être ce qui nous restera au bout de cette journée, c'est quand même un ensemble de questions. C'est un ensemble de questions et c'est peut-être celle-là que je voudrais évoquer avec vous parce que ça nous permet de préparer la prochaine journée internationale. Comme ça, les points sont déjà peut-être un peu dessinés, mais je crois qu'effectivement, bien sûr que des choses se font et c'est très heureux comme ça, on en est vraiment ravis, mais probablement que des questions restent autour de toute une série de choses. Et j'ai voulu peut-être prendre un peu cette métaphore de la longue vue pour un petit peu d'abord illustrer mon propos, mais aussi dire que peut-être si je voulais, peut-être avec la perspective de l'autisme, voir ce que c'est notre société, je prendrais la longue vue par le petit bout pour essayer de voir de l'autre côté ce qu'il y a, mais que si je prenais le grand bout comme étant la perspective de la société comme une vue statique, pour voir l'autre bout, le petit, probablement que je n'y verrais pas grand-chose. Et donc cette proportion dont on dit qu'elle augmente, mais 1%, c'est une infime partie de notre société. Et donc si on veut une préoccupation particulière, il me semble important de prendre la lunette par le petit bout pour pouvoir voir cette société. Mais quand j'ai essayé de faire cet exercice, je me suis dit que finalement, ça me conduisait à avoir une perspective assez impressionniste, puisque vous savez que quand on prend une longue vue, on n'a jamais qu'une partie de l'espace. J'ai voulu suivre un petit peu ce chemin-là, mais sachant aussi qu'une longue vue, elle nous permet de nous rapprocher des choses ou de nous éloigner des choses. Donc il y a une dimension dynamique à la longue vue, mais il y a aussi peut-être une forme de géométrie variable. On peut la faire bouger et se rapprocher ou s'éloigner des choses. Donc j'ai voulu traiter peut-être quelques questions qui ont été évoquées pendant cette journée et la soirée d'hier autour de différents points et peut-être évoquer avec vous les questions que ça me laisse. Je n'ai vraiment pas l'intention d'avoir une perspective exhaustive par rapport à ces points-là, mais peut-être vous laisser repartir avec quelques axes de réflexion. Alors vous savez que, on l'a évoqué tout à l'heure, la définition de l'autisme, elle a changé il y a 2 ou 3 ans. On est passé d'une perspective où on parlait des troubles envahissants du développement, on en est maintenant à parler des troubles du spectre de l'autisme. Alors une définition qui change, c'est pas que cosmétique. C'est pas que cosmétique parce que ça a un impact sur un ensemble de choses. Alors je ne vais pas vous faire la litanie des chiffres, mais simplement vous dire qu'effectivement il y a une augmentation de la prévalence de l'autisme, mais aussi ce que l'on a vu ces dernières années lorsqu'on utilisait la définition des troubles envahissants du développement, c'est une augmentation particulièrement significative d'un sous-groupe qui est celui des troubles envahissants non spécifiés. Alors ça, c'était, je pense, un très gros problème, puisque finalement, on arrivait à une proportion qui finalement était non spécifiée, qui définissait un problème. Alors avec le DSM-5, on évacue un peu cette question, puisque finalement, il n'y a plus que les troubles du spectre de l'autisme. On évacue les sous-catégories, telles que celles qui sont évoquées là-haut, syndrome d'Asperger, trouble désintégratif de l'enfance, trouble envahissant non spécifié, syndrome de Rett et trouble autistique. On n'a plus qu'une entité. Alors maintenant, là où ça a un impact non cosmétique, c'est que les études montrent que lorsqu'on compare le diagnostic fait sur base d'une analyse catégorielle basée sur le DSM-4 en parallèle au DSM-5, c'est qu'on voit sortir une partie du public, c'est-à-dire des gens qui avaient un TED
n'ont pas de TSA ou n'ont plus de TSA. Et ça pose quand même un sérieux problème. J'en évoquerai quelques idées. Et les chiffres, ils sont quand même assez interpellants. En fonction des études qui sont menées, on cite entre 10 et 40% de sortie du spectre. Alors donc ça induit peut-être toute une série de réflexions. C'est-à-dire, que deviennent les personnes qui n'y sont plus? Alors on a créé un syndrome de la communication sociale, du déficit de communication sociale, bien beau ma foi, mais qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui ont un syndrome de la communication sociale? Que va-t-on mettre sur pied? Que va-t-on offrir à ce public? En plus, peut-être vous rendre attentif au fait que, peut-être ne le percevez-vous pas, mais certains mots ont une importance sociale. Puisqu'on parle de société, les mots ont de l'importance. Et quand on parle d'un syndrome d'Asperger, ça a toujours beaucoup plus de fascination qu'avoir un autisme de haut niveau. Et donc, dans notre société, peut-être probablement par l'impact des médias, par l'impact de notre culture, les mots sont importants. Et donc, finalement, on voit bien qu'effectivement, ces personnes qui ont un syndrome d'Asperger, qui ont reçu ce diagnostic, se manifestent pour dire « mais nous, où est-on là-dedans? Est-ce qu'on est encore dans le spectre? Est-ce qu'on n'y est plus? Quelle est notre place par rapport à tout ça ?» Alors, évidemment aussi, il y a une question d'une certaine tension sociale sur le diagnostic, puisqu'à l'heure actuelle, et on le verra quand on va parler du plan autisme dans quelques minutes, le fait de bénéficier d'un diagnostic de TSA engendre la possibilité d'avoir accès à des services. Si vous n'avez pas ce diagnostic, ça vous interdit probablement, ou ça rend beaucoup plus complexe, l'accès à des services. Et donc, la question sociale qui est de poser un diagnostic, et on le voit bien dans certaines questions qui sont posées dans nos centres de référence, c'est qu'effectivement, on sait bien que si on ne pose pas ce diagnostic, on rend probablement l'accès à certains services inaccessibles. Et c'est donc probablement un des facteurs, des effets secondaires négatifs de cette perspective catégorielle des diagnostics. Alors, peut-être aussi les questions sur les questions de recherche, puisqu'effectivement, si les recherches ont été menées avec un sous-groupe qui comprenait des gens qui n'y sont plus maintenant, est-ce que les résultats de recherche qui ont été menés restent aussi valides qu'auparavant? Est-ce que finalement, ce sous-groupe qui ne fait plus partie des TSA n'a pas eu une influence sur les résultats obtenus? Et donc ça reste quand même une question importante. Et puis, aussi une question quand on parle de troubles du spectre, c'est qu'il me semble qu'il faut parfois avoir une longue vue pour aller d'un coin du spectre à l'autre coin du spectre. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, les situations individuelles des personnes avec autisme rendent finalement difficile peut-être la construction, par exemple, d'un plan autisme, puisque finalement les besoins, et on l'a bien vu dans certaines illustrations qui ont été portées par les différentes interventions, recouvrent des réalités individuelles qui sont extrêmement dissemblables et qui font qu'effectivement cette préoccupation pour répondre aux besoins des personnes qui ont de l'autisme sont rendues assez complexes. Alors la recherche, évidemment, il y a eu des synthèses de recherche, il y a des recommandations qui ont été faites récemment dans différents pays. Il y a des résultats qui sont prometteurs. Alors voilà, j'ai fait un petit schéma qui reprend toute une série de stratégies dont vous avez déjà entendu parler. Juste à titre informatif, ces stratégies sont reconnues comme ayant des résultats prometteurs. Mais résultats prometteurs ne veut pas dire résultats probants dans toutes conditions. Et donc, effectivement, il nous reste un travail important à faire pour mener des recherches qui sont d'une qualité scientifique incontestable, mais qui sont extrêmement difficiles à mener dans les milieux naturels. Et donc, effectivement, on sort des milieux laboratoires pour être dans des milieux naturels, mais les méthodologies de recherche sont extrêmement complexes à mettre sur pied. Et puis, malheureusement, ces recherches ne montrent pas des résultats pour tous les participants. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui ne rentrent pas finalement dans le cadre des résultats positifs pour ces recherches? Qu'adviendra-t-il de leur situation? Bénéficieront-ils quand même de méthodes ou de modalités d'accompagnement plus spécifiques? De plus, à l'heure actuelle, on ne dispose pas encore de prédicteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet, en évaluant un enfant, de prédire qu'avec ce type de méthode ou avec un autre type de méthode, on obtiendra tel ou tel résultat.
Est-ce que les caractéristiques individuelles, le niveau de fonctionnement, le niveau verbal, l'âge auquel on doit démarrer tel ou tel type d'intervention, quelle est la durée de cette intervention, quelle est l'importance de cette intervention? Est-ce que c'est 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, 25 heures par semaine qu'il est nécessaire pour chacune des personnes auxquelles on s'adresse? Ce sont des données qui sont à l'heure actuelle encore indisponibles, mais qui méritent évidemment sociétalement une réflexion. Puisque, on le voit bien, mettre à disposition des programmes d'intervention intensifs pour des enfants, voire des adolescents qui présentent des troubles importants du comportement, voire des adultes, c'est très coûteux pour notre société. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une réflexion à mener sur comment utilise-t-on les moyens sociétaux pour améliorer la condition personnelle, individuelle et de qualité de vie des personnes. Alors aussi, peut-être une réflexion qu'on peut mener, il y a une spécificité de l'autisme. Et hier, dans l'intervention de Jean-Claude Ameisen, je pense que vraiment cette réflexion qui était de dire, est-ce qu'il faut une réflexion spécifique à l'autisme? Est-ce qu'une réflexion spécifique à l'autisme ne nous enferme pas? Ne nous enferme pas et ne nous permet pas finalement de voir ce qu'il y a à la périphérie, c'est-à-dire toutes les autres problématiques développementales. Et peut-être une des questions à se poser, c'est est-ce que finalement les moyens qui sont mis en évidence et qui sont prometteurs d'effets positifs sur le développement des enfants avec autisme ne seraient pas prometteurs pour d'autres problématiques pour lesquelles effectivement à ce moment-là l'effet sociétal est beaucoup plus diversifié. Alors on a parlé d'inclusion. Alors évidemment, c'est une évidence pour tout le monde. Qui serait contre l'inclusion? Qui pourrait être contre l'inclusion? Ça paraît une évidence. Pourtant, l'évidence n'est pas une réalité. Pourtant, cette évidence, elle n'est pas une réalité. Et bizarrement, en évoquant hier dans sa conférence la situation en France, c'est qu'en France, on considère que, par la loi, tous les enfants ont le droit d'aller dans l'école de leur quartier. Okay? Donc l'inclusion, c'est un état légiféré. Curieusement, les parents envoient leurs enfants en Belgique parce qu'en Belgique, leurs enfants peuvent fréquenter l'école toute la journée, 5 jours par semaine, mais dans un enseignement spécialisé ségrégé. Et donc on est un peu dans ce paradoxe finalement d'avoir une loi d'un côté, mais qui engendre cette nécessité que pour des enfants puissent avoir une scolarité, ils viennent bénéficier de cette scolarité ségrégée et on l'espère spécialisée, mais dans notre pays, où finalement on fait l'examen que cet enseignement ségrégé, on pourra aller un pas plus loin et promouvoir des processus d'intégration et d'inclusion. Alors l'inclusion, je pense qu'il faut faire le constat qu'effectivement chez nous, ça reste probablement peut-être encore une illusion, point d'interrogation. On l'a entendu, des efforts sont faits pour aller vers l'avant, pour aller vers plus d'intégration, plus d'inclusion, mais faisons quand même le constat que peut-être on est presque dans une forme de double ségrégation chez nous, puisque les enfants avec autisme, en tout cas pour bon nombre d'entre eux, vont dans l'enseignement spécialisé, mais que dans cet enseignement spécialisé, on crée des classes spécialisées pour élèves avec autisme. Donc il y a une forme de double ségrégation qui s'impose, et j'insiste peut-être sur le fait que la double ségrégation, elle s'impose aux enseignants. Elle s'impose aux enseignants qui travaillent dans ces classes, qui sont parfois vus comme des enseignants particuliers, s'occupant d'enfants si particuliers qu'ils créent presque un giron particulier dans les écoles ségrégées. Et puis, peut-être vous le savez, qu'on est particulièrement préoccupé par cet aspect-là. On parle d'inclusion, on parle d'intégration, mais faudrait-il parler d'exclusion? Malheureusement, à l'heure actuelle, des enfants ne vont pas à l'école, mais on ne parle même pas d'exclusion puisque ces enfants ne suivent pas les procédures normalisées, légales d'exclusion des services scolaires. Et donc, il y a une forme, d'hypocrisie de notre société à finalement considérer que cette école elle est disponible pour tous, mais que finalement on peut quand même bien s'en passer par des moyens particulièrement illégaux, mais dont les grands, ceux qui vont subir ces situations sont malheureusement les enfants, les adolescents et les adultes, puisqu'il s'agit aussi de situations d'adultes, mais aussi et surtout leurs familles qui vivent des conditions qui sont parfois totalement inacceptables. Alors, en termes de qualité de vie, on a eu un excellent exposé qui nous a recerné ce qu'était cette question. Je voudrais peut-être évoquer l'existence d'un outil d'évaluation de la qualité de vie qui est l'échelle San Martin,
qui est publié en français sur Internet et qui a été l'objet du travail de l'équipe de Miguel Verdugo, qui a été cité tout à l'heure. C'est un des collègues de Bob Shallock qui sont vraiment les pontes de la qualité de vie. Et il y a une échelle qui se préoccupe de la qualité de vie des personnes avec des déficiences sévères. Je crois que ça mérite vraiment le fait d'être relevé. Alors tout à l'heure, Gilles Pourbet a évoqué la question du choix pour les personnes qui ont de l'autisme. Qu'effectivement, c'est une question de fond. L'autodétermination, c'est bien. C'est un mot aussi très séduisant. Mais pour s'autodéterminer, encore faut-il être capable de faire des choix. Alors il y a la capacité de faire des choix en termes de capacité de communication. Faire des choix, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours choisir entre deux choses qu'on aime, c'est parfois choisir une chose qu'on aime par rapport à une chose que l'on n'aime pas. Ça paraît si simple, mais c'est si complexe. Mais faire des choix, c'est par rapport à quoi ? Est-ce qu'on a suffisamment d'expérience dans sa vie pour savoir ce qu'il y a d'autre ? Comment puis-je faire des choix par rapport à quelque chose que je ne connais pas ? Et donc ça me paraît être quelque chose d'important dans la qualité de vie, c'est qu'effectivement on donne l'occasion à ces enfants, à ces adolescents de se confronter à des expériences qui leur permettent à un moment donné de faire des choix circonstanciés. Si effectivement ils n'ont à connaître que ce qu'on leur donne à connaître, bien évidemment que cette question de l'autodétermination s'autosuffira elle-même, puisqu'il suffira que les gens disent oui, comme tu le disais, Dirk, c'est oui peut-être, non, mais je ne dis que oui peut-être que par rapport à ce que je connais. On parle beaucoup à l'heure actuelle des relations affectives et sexuelles, c'est un sujet tout à fait à la mode. On en parle beaucoup de groupes de rencontres, beaucoup de discussions. Alors peut-être que, c'est peut-être un peu un truisme de ma part, mais c'est de passer des mots aux actes, des mots aux gestes, pour qu'effectivement cette réalité qui fait partie de la qualité de vie de tout un chacun soit une réalité aussi pour toutes les personnes qui ont de l'autisme, mais aussi toutes les autres personnes qui subissent ces difficultés relationnelles. Alors peut-être, et ça je pense que je choquerai peut-être en utilisant ces mots-là, mais peut-être avoir cette réflexion sur le fait que le modèle actuel, le modèle sociétal actuel d'organisation des services pour les personnes avec des handicaps modérés à sévères semble considérer qu'avoir un handicap modéré à sévère est une condition génétique qui vous prépare bien à vivre avec 7 ou 8 autres personnes. Et ça, je pense que, M. Verheulen, je serais prêt à développer une recherche sur cette question, mais je ne suis pas totalement certain qu'on trouvera une réponse. Mais je pense que c'est vraiment une préoccupation tout à fait particulière. Je me demande comment cette société à laquelle vous contribuez, et je pense que chacun d'entre vous sait combien c'est difficile de vivre avec quelqu'un d'autre, combien il y a beaucoup de communication, beaucoup d'eau dans son vin quand on vit avec quelqu'un. Comment peut-on être capable, avec des difficultés d'adaptation majeures, de s'adapter à 7 ou 8 autres personnes de manière simultanée. Et je trouve que là, il y a vraiment un challenge à rencontrer. Est-ce qu'on a besoin d'un environnement architectural spécialisé ou a-t-on besoin, désolé pour la faute d'orthographe, Marie-Hélène, que tu aurais sans doute relevé, a-t-on besoin plutôt d'un support spécialisé ? Je pense qu'effectivement, on a débattu de cette question. Alors, le plan autisme, on l'a cité tout à l'heure, bien évidemment, on en est tous heureux qu'il existe, mais peut-être 3 petits points, parce qu'un plan autisme, ce n'est pas parce qu'il porte le nom plan qu'il se suffit à lui-même. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié la réflexion d'hier. Est-ce que le plan autisme n'exclut pas les autres ? Est-ce que le plan autisme n'exclut pas les autres ? Et donc, on parle d'inclusion. Mais est-ce que finalement définir des politiques spécifiques pour des problématiques n'exclut pas tous ceux qui gravitent autour de ces problématiques, que ce soit des problématiques développementales, des problématiques de handicap, des problématiques de maladie, et peut-être toutes les problématiques de vulnérabilité qu'on a soulignées. Aussi quelques petites réflexions. Quand on dessine un plan, et Dieu sait si les orthopédagogues et orthopédagogues cliniciens sont formatés pour rédiger des plans. Alors quand on rédige un plan, effectivement, il y a des objectifs, bien évidemment, mais il faut les moyens pour évaluer les besoins, pour savoir si les objectifs répondent aux besoins. Il faut une programmation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va y arriver, quand est-ce qu'on projette d'y arriver, quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre, quelle évaluation en fera-t-on,
Et est-ce que la préoccupation sera une évaluation sur l'amélioration de la qualité de vie ou est-ce que c'est simplement sur le produit, c'est-à-dire le fait que ça existe? Peut-être aussi, petite réflexion, c'est qu'on a parfois le sentiment qu'il s'agit d'une liste de choses qui existent déjà et pas nécessairement d'avancées majeures. Et en tout cas, peut-être une réflexion sur le courage qu'il faut peut-être pour promouvoir de nouveaux modèles qui soient des modèles de service ou qui soient des modèles d'intervention. Je pense qu'il s'agit d'un courage politique et nul autre. Politique au sens non politicien, mais politique au travers d'une question de société. Et puis, voilà, je l'ai déjà relevé, mais j'aime plus à le répéter. Est-ce qu'un plan autisme a du sens à l'exclusion des autres problématiques qui seraient connexes, voire des problématiques qui seraient plus larges? Alors, j'allais dire on bénéficie, enfin je ne sais pas quel mot il faut utiliser, mais c'est vrai qu'il y a une réforme de l'État qui a eu lieu il y a 2 ans, mais qui n'est quand même pas encore tout à fait assumée, puisque on va réunir dans un organe qui existe, qui est l'AVIC, mais qui est encore parfois bien nébuleux dans son fonctionnement et dans sa structure, un ensemble de compétences qui sont particulièrement intéressantes. Les compétences liées à la famille, les compétences liées au handicap, les compétences liées à la santé mentale, voire à la santé. Et je pense que j'espère encore que c'est l'occasion peut-être que pour qu'on ait une perspective transversale des problématiques et non une perspective segmentée, mais ce qui s'annonce n'est probablement pas de cette nature-là. C'est probablement regrettable parce qu'on aurait peut-être eu cette occasion de mettre à plat toute une série de réflexions et de coordination de politiques de soins, de politiques de support, de politiques d'aide. Alors j'étais un peu étonné de voir un peu un mouvement relatif au réseau santé mentale. Alors il semble que maintenant tout est double diagnostic, même l'autisme est double diagnostic et donc on voit migrer cette problématique de l'autisme dans d'autres champs. Et je trouve que c'est quand même particulièrement préoccupant de créer des réseaux autour de la santé mentale, alors que le problème des gens n'est pas nécessairement un problème de santé mentale. Alors on invite les services de la vie, on invite les services de la santé mentale, on invite d'autres types de services, je dirais au bénéfice d'un réseau qui se construit dans le secteur de la santé mentale. Je me demande quel est le raisonnement, parce que la situation individuelle n'est pas celle-là. La situation individuelle, c'est d'avoir des besoins, et que peut-être les besoins doivent être rencontrés par des moyens relatifs au réseau. Et donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion à mener pour monter un peu la réflexion d'un cran et que c'est tout cet investissement que l'on voit pour cette création de réseau. On a parfois le sentiment que c'est une usine à gaz. Mais je crois qu'il y a vraiment une perspective à développer, peut-être des perspectives qui sont connues. Monsieur Majerot, vous avez milité durant de nombreuses années pour ces perspectives de plans de service individualisés, basés sur les besoins et non sur des catégories de diagnostic. On est revenu plusieurs fois sur cette question, parlant d'inclusion aujourd'hui. Il faut sortir de ces catégories de diagnostic pour aller vers des plans individualisés, plutôt des plans multidimensionnels plutôt que catégoriels. Alors je voulais lancer un message aux associations. C'est vrai qu'on voit fleurir beaucoup d'associations qui sont là pour répondre à des besoins de personnes, qui sont là pour rendre des services. Je voudrais quand même valoriser le rôle éminent de groupes de pression des associations. Je pense que le changement, il vient des électeurs, il vient des groupes de pression, et je pense qu'il faut être vigilant parfois au conflit d'intérêts qu'il y a en étant promoteur de services et en étant groupe de pression. Et donc vraiment, je lance un message pour que ces groupes de pression existent et soient forts, soient importants dans notre société, parce que ce sont ces mouvements-là qui changent la politique et pas nécessairement les services universitaires. Alors, vous savez que le changement, il ne se fait pas n'importe comment. Et puis, il y a une idée que j'ai tenté de développer il y a quelques années, que je vais essayer de recaser ici, mais un peu pour illustrer le propos, pour mettre un peu d'animation en cette fin d'après-midi. Vous dire que finalement, ce qui empêche probablement l'évolution des choses, c'est une résistance au changement. Alors peut-être nous, en tant que professionnels, subissons cette résistance au changement, toujours un peu de difficulté à aborder le changement. Et il y a quelques années, on avait intitulé le syndrome de Saint Thomas, parce que quand on est Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et donc si je ne crois que ce que je vois, le temps d'y arriver, c'est pas demain la veille. Et donc pour illustrer le propos, M. Majerot, j'ai repris une de vos séquences préférées. Et vous allez voir un peu
l'idée finalement, c'est de dire qu'on a des paradigmes. On a des paradigmes. Les paradigmes sont des modèles autour desquels on travaille. Et l'idée, c'est de dire que finalement, nous sommes tellement enfermés dans nos paradigmes qu'il est toujours difficile de voir ce qui est un peu à l'extérieur. Or, la nouveauté, elle viendra de ce qui est à la frontière de nos paradigmes pour effectivement pouvoir aller un pas plus loin. Et j'ai repris cette séquence qui fait partie d'un film qui s'appelle « À la découverte du futur ». Pour ceux qui souhaiteraient le voir, je leur fournirai les coordonnées, mais je vous laisse voir une petite séquence qui va vous confronter à vos paradigmes. Commence avec un exemple semblable à celui que Thomas Kuhn cite dans son bouquin. Je prends une chose que la plupart d'entre vous connaissez bien, des cartes d'un paquet de cartes. Je vais maintenant vous montrer 8 cartes très très rapidement. Je veux que vous les identifiez à mesure que je vous les montre sans dire un mot. Je vais vous donner quelques secondes entre les cartes. Prêt ? Allons-y. C'est très bien. Recommençons une seconde fois pour ceux et celles qui n'auraient pas tout vu. Cette fois, je vais vous donner 2 fois plus de temps entre chaque carte. Prêt ? Allons-y. Ça va. Nous allons les repasser une 3e fois, juste pour vérifier le tout, mais cette fois, je vais vous donner 4 fois plus de temps que la dernière. Prêt ? Allons-y. D'accord, ça y est. Combien parmi vous ont vu ce qui ne va pas avec ces cartes ? Par exemple, que la 2e carte était un pic rouge. Ou que la 5e carte était un cœur noir. Ou que la dernière carte était aussi un pic rouge. Je sais que la plupart d'entre vous n'avaient pas remarqué ces bizarreries la première fois, et je sais qu'elles vous ont échappé la 2e fois aussi. Mais je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous avaient identifié les bonnes cartes. Ce qui nous trompe, ce sont nos règles, nos règlements au sujet d'un jeu de cartes typique, nos paradigmes du jeu de cartes et de ce qu'il comporte. Et c'est ce qui vous a empêché de voir les cartes exceptionnelles. Souvenez-vous de ce que je disais des paradigmes, comment ils filtrent les données. Vous avez tenté de voir les cartes de la bonne façon. Bonne veut dire selon un certain paradigme. Pique noir, trèfle noir, cœur rouge, carreau rouge. Et vous avez vu les bonnes cartes très rapidement et très facilement. En fait, je sais que la plupart d'entre vous ont vu les cartes la toute première fois et elles sont passées à moins d'un 30e de seconde. Mais votre paradigme de jeu de cartes vous a aussi rendu difficile l'identification des cartes qui ne suivaient pas la règle. Et au lieu de les voir telles qu'elles sont, vous avez déformé les données pour les conformer à votre paradigme. Ça, c'est l'effet paradigme en action. Et chaque fois que vous verrez une chose qui dépasse les limites de votre paradigme, vous aurez de la difficulté à la voir, à la comprendre ou à la saisir. Ceci n'est pas un jeu de cartes normal. Vous me direz peut-être que cette expérience est intéressante, mais sans rapport avec le vécu. Parlons donc de paradigme dans la réalité. Voilà, je vous laisserai découvrir les paradigmes dans la réalité si vous voyez la vidéo complètement. Mais ce que ça m'amène peut-être comme réflexion, c'est que peut-être que la question, c'est qu'il ne s'agit pas de changer de modèle, mais que le modèle lui-même soit le changement. Plutôt que de se dire on s'adapte chaque fois à un nouveau modèle, est-ce que le modèle n'est pas lui-même le changement ? Et si je traduis ça peut-être dans des perspectives un peu plus politiques, est-ce que le changement ne sera pas plutôt d'adapter ces lois et ces règles au changement, mais que celles-ci non pas anticipent, mais permettent le changement, voire le promeuvent ? Alors,
peut-être quelques idées, et j'en terminerai là dans 1 ou 2 minutes. Je me dis peut-être que voilà, la parole sera aux citoyens, la parole ou le pouvoir sera aux citoyens lorsque les services seront au service, lorsque les citoyens choisiront leur service, peut-être encore quelques perspectives à développer à cet égard, lorsque les temps seront presque synchrones, et quand je parle de temps, vous savez que le temps individuel de l'urgence d'une famille est très différent du temps institutionnel, la réponse qu'on va donner à ses besoins, sans parler du temps politique, par exemple du changement de législation pour permettre une réponse à ses besoins. Lorsqu'une continuité de service sera disponible tout au long de la vie, et quelle que soit sa propre condition, et puis peut-être qu'on passe de l'intégration à l'inclusion, et puis à la citoyenneté pleine et entière des uns et des autres. Alors je vous laisse un peu avec cette phrase qui nous plaît beaucoup. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils peuvent être. Alors je voudrais maintenant, j'en clôture là mon intervention, mais c'est aussi le moment qui est un moment agréable dans la clôture d'un colloque comme celui-ci, c'est le moment des remerciements. Puisque un colloque, il ne se fait pas n'importe comment, il se fait avec des moyens, il se fait avec un investissement. Et donc, c'est le moment de vous remercier, vous, pour votre présence, pour votre respect par rapport aux horaires. C'est assez rare, mais je tenais à le souligner, à votre intérêt par rapport aux propos qui ont été tenus durant ces 2 jours, à tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions, aux présidents de séance pour leur disponibilité. Et puis, il y a à remercier tous ceux qui ont fait que ça soit possible. Alors, c'est toujours un peu compliqué pour moi, cette étape-là, et donc je me suis muni d'un support, au cas où. Alors, peut-être, je ne sais pas s'ils sont là, mais j'aimerais peut-être qu'ils soient là. J'aimerais que peut-être chacun, quand je les citerai, vous veniez me rejoindre. C'est une tradition, je pense, que vous veniez me rejoindre un peu sur cette scène. Alors, Frédéric et Hervé pour la coordination de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un boulot assez extraordinaire. Ils ont coordonné les différentes étapes, à la fois du catering, à la fois de l'organisation, à la fois des relations avec les intervenants. Et je tiens à les remercier tous. À toute l'équipe administrative pour la logistique. Alors venez me rejoindre. Marie-Françoise aussi, si tu veux peut-être... Merci à vous. Alors, à une équipe de bénévoles, malheureusement, ils ne sont pas parmi nous cet après-midi, mais on a pu compter sur une équipe de bénévoles avec autisme qui nous ont préparé toutes les pochettes, tous les documents auxquels vous avez pu avoir accès. C'est eux qui ont été investis de cette mission et ils s'en sont vraiment... ils l'ont assumé vraiment avec beaucoup de fiabilité, beaucoup de précision. Alors, à chaque équipe, vous avez vu que des équipes ont tourné sur... toute la logistique au niveau des pauses, etc. Il y a eu un relais assez efficace et je remercie tout le monde. Mais puisque toutes les équipes sont là, j'aimerais bien qu'elles viennent ici sur la scène avec moi. Alors merci à Marie-Hélène à nouveau pour la traduction et la fiabilité de sa traduction malgré tous les commentaires annexes et accessoires. Merci à Jean-Paul pour son support visuel. Alors merci au CA. J'aimerais bien que le CA nous rejoigne, puisque une équipe c'est tout le monde, Et puis les voilà tous. Merci à vous tous pour votre investissement quotidien. Alors, pour leur laisser un petit souvenir de cette manifestation, mais petit souvenir utile bien évidemment, on ne gaspille pas l'argent au SUSA,
Voilà, il y a un petit cadeau pour vous tous. Un petit cadeau pour vous tous. Ben, j'espère que voilà, ça vous fera un petit plaisir, en tout cas une marque de reconnaissance bien symbolique, mais voilà, à laquelle on tient beaucoup. Voilà. Merci. Tout le monde doit passer. Non, pas la bise à tout le monde, sinon ça va être catastrophique. Voilà. Alors vous voyez, il y a quelques années, on était quelques-uns sur la scène. Maintenant, l'équipe a grandi. L'équipe a grandi, mais voilà, ils sont tous animés des mêmes valeurs et c'est ce qui nous paraît le plus important. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Mais. Last but not least, tu vas me donner un mouchoir. Un mouchoir. S'il te plaît. Tout le monde a Alors, besoin d'un support, hein. ceux et celles qui me connaissent savent que je ne suis pas experte en métaphores. Mais je m'améliore. Je progresse. Eric, je ne vais pas te regarder. Tu as parlé hier de croisière. Alors, d'une barque avec 2 personnes, puis 3, 4, 5 personnes. C'est d'un paquebot dont tu es à présent le capitaine, avec une longue vue. Je viens de l'apprendre. C'était presque préparé, hein. Franchement. Je n'en dirai pas plus par rapport... Bref. Il est vrai que tu dois parfois redresser la barre quand la croisière s'amuse trop. Et j'avoue qu'avec certains, je participe à cette douce folie. 25 ans à tenir les amarres, à jeter l'ancre de temps en temps, à accueillir de nouveaux croisiéristes. Ils sont maintenant plus de 100. À prévoir de nouvelles escales. Mons, Bruxelles, Liège, Namur et notre cher Borinage. À lutter contre vents et marées et à laisser aussi apparaître le soleil. Aujourd'hui, la croisière va continuer. S'il te plaît, plus lentement. Attendez, parce que je vieillis. Je voudrais quoi? Je voudrais pour finir te citer, qui cite Confucius, qui éclaire ton chemin. Et j'ose un peu me prendre pour Monsieur Jean-Claude à Mécène, puisque je fais des citations. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Nous y avons eu droit à un de nos derniers comités de direction. Cela te va à merveille. Je vais donc te remettre un petit cadeau, un gros cadeau, afin que tu puisses peut-être dormir un peu plus longtemps. Et je vous invite donc à applaudir notre capitaine et à faire une standing ovation, please. Et pas de mouchoir. Et voilà, c'est vendredi, fini, bon week-end. Voilà, merci à vous tous et bon retour chez vous. Et puis, voilà, un réveil avec de la musique, c'est extraordinaire. Merci beaucoup.